Bienvenue dans Next Episode, votre podcast consacré aux séries télé, tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, SoundCloud, Podcast Addict, etc. Ici, on débriefera, souvent, on analysera, éventuellement, on s'écharpera, évidemment, mais tout ceci dans le respect du produit, bien sûr. Alan Ball is back, le créateur d'entre autres Six Feet Under et True Blood revient avec Here and Now qui débarque sur OCS City, une série de type familial. What a surprise! Et pour déterminer si Alan a toujours la vista, autour de cette table, Anaïs Bordage, bonjour. Bonjour. Et Marie Turcan, bonjour. Hello. Avant de vérifier s'il est toujours extra, Ball, j'avais promis de la faire, l'info du jour. J'aime bien, ça me met tout de suite dans de très bonnes dispositions. Ça y est, les premières photos commencent à émerger. You know nothing, Jon Snow. Et pour le coup, c'est vrai qu'on n'apprend pas grand-chose pour l'instant de cette saison 8 de Game of Thrones, si ce n'est que Kit Harington et Emilia Clarke ont l'air de bien s'amuser dans la neige. Le tournage durera jusqu'en décembre prochain pour une diffusion en avril 2019. L'attendez-vous avec impatience, mesdames, n'est-ce pas un poil trop tard? Est-ce qu'on sera encore en vie à ce moment-là? C'est tellement long. Et eux aussi, parce que quand même, on n'est pas à l'abri d'un accident. Est-ce qu'on se souviendra ce qui s'est passé? Parce que franchement, il y a tellement d'intrigues que 2 ans après, je suis pas sûre de me souvenir qui a couché avec qui Alors a tué voilà, qui. Tout à fait mon souci. C'est-à-dire comment on fait? On est obligé de refaire des remises à jour. Il va falloir qu'encore un internaute dévoué nous fasse des versions réduites. Ou alors un petit mix dans toutes les scènes de cul, toutes les scènes de violence, tout. Tu peux tout rattraper d'un coup. Tout ce qui est nécessaire à l'intrigue, en fait. Voilà, ce qui est essentiel au Game of Thrones. Mais vous suivez encore ou pas en vrai? Bien sûr. Ouais. Moi, j'étais quand même moins emballée que pour les saisons précédentes, mais j'ai quand même envie de voir comment ça se termine parce que tout le monde attend, comme les livres ne sont pas terminés, tout le monde a envie de savoir ce que la série va faire, quoi. Très bien. Alors, dans un registre assez différent, on va dire, on s'attaque tout de suite à Here and Now. Must be cool having siblings from these like exotic places. It could have been if we weren't advertisements for how progressive our parents were. Feel the change coming over me. So much hatred going around. Feels like the world's falling apart. It's a brand new day. It feels like there's something outside of me pushing me off balance. Because the whole country's a mess right now. There's a power deep inside of me. Hi. Spread my wings. You remember your birth mom, right? Don't start looking behind you. You might not like what you find. What if I'm crazy? Are you the next step in human evolution? Because I'd want to know that. In the morning when I wake up till I sleep back. Oui, c'est dense. Un professeur de philosophie, sa femme avocate, leurs 4 enfants, dont 3 adoptés, mènent une vie plutôt pépouse, en tout cas en apparence. Un des enfants, Ramon, commence à voir des choses que personne d'autre ne voit. Que lui arrive-t-il? Maladie ou surnaturel? En 2018, qu'est-ce qu'Alan Ball cherche à nous raconter sur la famille presque formidable qui n'est déjà été dit? Au hasard, Marie. Il essaie de tout nous raconter en même temps. Il nous raconte là l'état des lieux de la société américaine, voire occidentale. Il essaie de passer en revue les discriminations contre les minorités, contre les personnes de couleur. On n'a pas encore de discrimination contre les handicapés, mais ça peut peut-être venir. On a vu les 4 premiers, je crois. On a tous eu les mêmes screeners. Il essaie de dire beaucoup de choses. Il a du temps, ça dure 1 heure par épisode. C'est vrai qu'il faut bien prendre le temps de se mettre dans son canapé, de s'installer un peu, quitte à prendre quelques petites notes au cas où, parce qu'il y a quand même pas mal de persos au début. Donc, je connais toujours pas les prénoms de 90% des personnages, quoi. Ouais, faut avoir du temps, quoi. Ouais. Cette famille que l'on peut qualifier un peu famille Benetton quand même. On est d'accord, il y a un petit côté... United Colors, mais il le dit en fait, c'est d'ailleurs une des meilleures phrases qui explique, il dit cette expérimentation sociale géniale que nous avons voulu faire avec du coup ses enfants a foiré. Et c'est parce que le père est en dépression, évidemment, c'est une série d'Alan Ball, donc on est jamais très en forme. On est dans la logique de bon, le bonheur c'est pour les autres, clairement c'est pas pour nous. Donc il est face à l'échec de sa famille du bonheur, quoi. Donc ça va être l'échec des démocrates à l'ère de Trump et l'échec
de social justice warrior qui maintenant se demandent si ils vont vraiment gagner un jour. Alan Ball est mentionné d'ailleurs dans la série. Alan Ball expliquait qu'ils étaient déjà en cours d'écriture au moment de l'élection, ce qui, comme pour tout le monde, a été à peu près une surprise. Ouais. Qu'est-ce que ça raconte de la société américaine, si ce n'est de la famille En tout cas, Trump est mentionné, donc il y a une certaine désillusion, je pense, une certaine perte de repères dans la série qui a sans doute été encore plus accentuée par l'élection récente. Enfin, en tout cas, je sais pas ce qu'ils ont modifié post-élection, mais clairement, en fait, il y a plein de moments qui sont pas du tout subtils, où en fait, on sent qu'ils veulent aller le plus loin possible avec leurs arguments, avec leurs messages à faire passer sur le racisme, sur la tolérance, sur la diversité. Il y a vraiment plein de moments d'exposition un peu maladroit où t'as un personnage qui explique à un autre très calmement pourquoi on peut pas dire ça et pourquoi c'est mal. Voilà, c'est très didactique quoi. Il y a vraiment des moments assez maladroits je trouve, mais bon, enfin après je pense que ça aurait été déprimant même sans l'élection de Trump parce que c'est Alan Ball et que c'est un peu ce qu'il aime faire quoi, c'est la dépression. Alors c'est vrai que sur les questions de représentativité, tout le monde y est, cette famille effectivement multiculturelle. On croise aussi une famille musulmane avec un enfant gender fluide. Enfin, quand même. Ah oui, là on y est. Il a brassé tout ce qu'il pouvait brasser. Ouais. C'est vrai que c'est pour ça que quoi qu'il arrive, ça clignote un peu quand même. Voilà, on peut pas la détester cette série parce qu'elle a un message extrêmement positif derrière étrangement un message très négatif qui est mais en fait la vie n'a pas de sens et tous les personnages pour moi c'est au-delà de l'ère Trump, c'est l'avènement de la dépression, c'est l'avènement de l'ère où tout le monde se rend compte qu'ils sont passés à côté de leur vie. Et là on est dans un truc et c'est très générationnel aussi pour nous et pour ces années 2010-2020 qui arrivent, c'est qu'on est dans une FOMO, fear of missing out constante, d'avoir l'impression d'avoir raté quelque chose en permanence. Et donc où t'as tous ces personnages, t'as le vieux de 60 ans qui est brillant. Beaucoup de prendre de l'âge aussi. Oui, et comment vieillir et comment et en fait de tout ce que t'as loupé. Et là, et en plein milieu de ça, il y a ce jeune Ramon qui commence à avoir des visions et du coup ça fait tous les autres personnages vont un peu se remettre en question et il y a moyen que ça les rapproche. Après, j'aimerais que ce soit pas hyper positif en mode oh là là, la maladie de notre fils nous rapproche, il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Pour l'instant, c'est pas trop ça quoi. Pour l'instant, c'est plus des cauchemars absolument atroces où une femme se griffe le visage et s'arrache la peau. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que même lui, qui fait partie des plus jeunes de la famille, il est déjà hanté par son passé, par ses parents qui l'ont abandonné, enfin sa mère qui l'a abandonné. Mais je trouve que c'est quand même le personnage le plus intéressant parce que honnêtement, le père qui est déprimé et qui se dit qu'il a raté sa vie alors qu'il est professeur de philosophie, il se fait chier dans son immense maison, enfin can't relate quoi, désolé mais... Alors Ramon, le jeune homme qui a des visions, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que c'est à peu près le seul personnage aimable a priori, de manière immédiate? Les autres sont plus compliqués quand même, non? Moi j'aime bien la mère aussi. Rappelons que le père et la mère sont donc Holly Hunter et Tim Robbins, ce qui est pas non plus... Ça passe. Voilà. Mais j'aime bien, donc pas la mère de la famille, mais la fille qui est aussi mère, donc j'ai complètement oublié le nom parce que je ne sais pas comment ces gens s'appellent parce qu'il y en a trop, mais qui vient du Libéria et qui est mariée à un homme blanc et donc ils ont beaucoup de conversations sur le racisme, sur le sexisme. Qui a joué dans Grey's Anatomy d'ailleurs. Ah oui, effectivement. Jericha, son nom m'échappe. Mais je peux pas vous aider là-dessus. Ouais, là désolé. Mais j'aime beaucoup ce personnage. Je trouve que c'est une des plus sympathiques avec Ramon effectivement, qui se pose pas mal de questions. Et il y a ce moment où elle est arrêtée et elle doit subir une fouille par des policiers. Et il y a la mise en parallèle entre ce que elle subit et ce que sa sœur qui est blanche subit. Et c'est pas du tout pareil quoi. C'est-à-dire qu'elle a un traitement beaucoup plus violent. Et j'ai beaucoup aimé ce moment. Après quand j'ai vu qu'ils en faisaient plein dans tous les épisodes pour un peu illustrer à chaque fois pourquoi le racisme c'est mal, voilà. Mais du coup celui-là m'a quand même beaucoup marqué et puis elle décide de plus porter de perruque et d'avoir des cheveux naturels parce qu'elle en a marre en fait de jouer un rôle un peu de femme noire qui a quand même les cheveux lisses, etc. Donc je trouve qu'elle fait partie des plus attachants quoi. Moi j'aime bien Duke, c'est le pire, je crois personne va l'aimer et en fait j'aime bien parce que je l'aime pas parce qu'il a un truc, pour moi il incarne, c'est les Américains qui te font hi, hello, how are you et ils te font des gros câlins mais en fait ils sont pas du tout sympas avec toi pour de vrai. Et lui il est
est typiquement là-dedans, il incarne exactement, il a tout, il est le modèle de beauté, de classe, de sportif, il donne des conseils, il est magnifique. Et en fait, son père l'aime pas, et du coup, il arrive pas à connecter avec son père, et il a des soucis avec les femmes. Et en fait, il suffit qu'il y ait une femme un peu too much qui vienne vers lui, qui lui tienne la main et qui lui dise ça va aller, en fait, je t'aime bien, t'as pas besoin d'être comme ça. Et tu le sens, mais il perd tous ses moyens, et dans une espèce de fragilité qui est du coup belle, et mais pour moi, c'est le stéréotype de l'américain, et aussi des problèmes que eux ils ont à communiquer avec les autres et à être dans la société. Ouais, et à vouloir se contrôler. Enfin, lui, c'est vraiment le contrôle à l'extrême. Je pense que c'est ça qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a décidé de faire vœu de célibat et de n'avoir aucun rapport sexuel, et il a très peu de contact avec les gens, et je pense que le moment où inévitablement tout ça va déraper risque d'être puisque ça assez va intéressant. déraper. Voilà, ça va complètement déraper. Se faire un bisou sur la bouche. Pour l'instant, c'est celui qui est le plus en contrôle, alors que tous les autres commencent complètement à perdre pied, quoi. Mais on est d'accord que la série a un petit côté catalogue de toutes les typologies de personnages possibles et imaginables dans les séries télé. Et ce, sur 2 épisodes, les voilà. C'est pas ils sont faux. là, ils sont pour vous. C'est pas... Le Salomé pas trop, la sympa mais on sait pas. Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que Ramon est un peu différent, et c'est peut-être pour ça qu'on s'attache, parce que finalement il correspond un tout petit peu moins au stéréotype, mais je pense que c'est parce qu'il est gay. Sinon on aurait quand même un beau stéréotype du branleur à qui tout réussit. Ouais, complètement. Je trouve quand même qu'on retrouve chez le père et la mère des personnages qu'on a rarement vus ailleurs, ou que moi j'ai vu dans Six Feet Under. En Rousse, dans Six Feet Under, c'est un modèle de matriarcat, qu'on n'a jamais vu ailleurs, d'une femme très contrôle freak, et en même temps qui est hyper fragile, et qui a une relation un peu malsaine avec ses enfants, qui arrive pas vraiment à se lier avec eux, alors qu'en fait elle est hyper proche d'eux. Donc c'est moi j'aime beaucoup les parents, et pour moi c'est eux qui m'intéressent le plus, parce que le père est déprimé, et il est déprimant, mais et parce que il a 4 enfants, mais il se lie d'amitié avec son étudiant, parce que c'est la seule personne qui le comprend vraiment. Et puis j'ai adoré cette scène, il est dans la forêt, il voit un cerf qui chie. Ah mon Dieu, j'ai pas du tout aimé cette scène. C'était la vraiment... scène du cerf qui chie, la fameuse. Non, après c'est bien, parce qu'il y a quand même beaucoup d'humour noir, et en fait Alan Ball arrive quand même à justement t'emmener dans un truc ultra mystique, où justement tu dis il suit un cerf dans la forêt, oulala, il est en train de se remettre en question, et au moment où tu te dis waouh, enfin il essaye vraiment de nous faire passer un message, là le cerf se met à chier en gros plan, et du coup c'est vrai que le côté humour noir très présent dans la série vient rattraper les moments un peu bon sentiment qu'il y a quand même très très fréquemment dans les épisodes. Désillusion, le mec il est sûr que c'est maintenant, c'est le destin qui va lui parler et tout, et en fait non, et en fait pas du tout. Et ça appuie juste un tas de merde. Le cynisme et la dépression du type, parce que ça veut vraiment dire que même à ce moment-là précis, au fond de sa life, il aura même pas un signe d'un cerf. Et alors dans cette saga familiale, les incursions du mystère, peut-être du surnaturel, vous en pensez quoi en fait? Parce qu'on a un peu l'impression, on va faire un repas complet, les gars. On y va. On fait entrée, plat, fromage, dessert. Beaucoup, et vous prendrez bien du pudding. sur la table. Ça fait beaucoup quand même, non? Ouais. Après, ça pêche un peu par trop d'ambition. Pour le dire gentiment. Ça. Après, honnêtement, je pense que s'il n'y avait pas cet élément-là qui vient vraiment à la fin du pilote, je sais pas si beaucoup de gens décideraient d'aller plus loin, parce que jusque-là, c'est justement une série familiale assez normale, même s'il y a la patte d'Alan Ball. Et là, c'est vraiment le moment où tu te dis peut-être qu'il va se passer quelque chose que j'ai pas encore vraiment vu, parce que ça a tous les ingrédients d'une série drame familial normale. Et là, on vient rajouter quelque chose d'assez inédit. Pour l'instant, honnêtement, je trouve que c'est quand même sous-traité. Enfin, c'est un peu le fil directeur, et ils en parlent un peu tout le temps, et Ramon c'est le personnage le plus développé, parce que c'est lui qui a ses expériences mystiques, mais j'attends de voir où ils vont aller, et si justement ils vont s'en servir pour faire quelque chose de plus que juste appâter un peu le spectateur en disant regardez, c'est un drame familial, mais il y a aussi des bougies qui flottent et des gens qui s'arrachent la moitié du visage. Moi, si ça reste comme ça me plaît. Je trouve qu'il y a après on n'est pas dans un cours de sociaux, mais si on l'analyse un peu de très très loin, comme dans un commentaire de texte de français en première, pour moi, cette dose de surréalisme, c'est l'arrivée de Trump dans la vie de ces personnes démocrates. C'est l'arrivée d'un monument, d'un truc immense qui se sont pris dans la gueule parce qu'ils s'y attendaient pas du tout. Et ça bouleverse complètement leur quotidien. Et ils vont être obligés de s'adapter à ça. Et donc pour moi, c'est comme si un fils leur avait dit, en fait, j'ai voté Trump, je suis républicain maintenant. Et donc t'as la mère qui essaye de le soigner, qui fait, putain, moi aussi, mon oncle, il était républicain, il faut surtout pas que tu deviennes comme ça. Non, mais en fait, je trouve que c'est finalement assez
c'est bien fait parce que tu viens foutre un peu le bordel dans leur vie et en même temps et du coup ils vont tous devoir s'adapter à ça et ça peut moi je trouve ça assez bien de critiquer cette bourgeoisie démocrate à travers ça notamment. Pour l'instant, les premières critiques américaines sont pas ouf, très très bonnes. Non. Ouais, moi j'étais surprise. Enfin vraiment, j'ai adoré regarder. Voilà, il y a pas mal de défauts, mais j'ai pas vu le temps passer. J'avais envie d'enchaîner tous les épisodes. Mais ça, c'est parce qu'on est des petits Social Justice Warriors toutes les deux. C'est vrai, c'est pour ça qu'on apprécie. Mais là, ça arrive quand même à un point où même en tant que petite Social Justice Warrior, je me disais bon, ça va, on a compris quoi. Mais ouais, ça se regarde quand même super bien. J'étais surprise de voir que la réception était aussi peu enthousiaste. Peut-être justement comme tu disais, Marie, parce que ça rappelle trop aux gens ce choc trumpien. Moi, je trouve ça compliqué d'en vouloir à une série qui montre un enfant gender fluide musulman. C'est peut-être qu'ils ont trop l'habitude de voir plein de séries différentes et c'est vrai qu'on a vu plein de séries chouettes, on a vu de plus en plus de séries féministes. Et peut-être que là c'est un peu brouillon, mais je trouve qu'il dit quand même quelque chose d'important et ces personnages ont le temps d'être fouillés. C'est pas complètement gratuit. J'ai des doutes sur certains des enfants qui sont un peu moins mis en avant que d'autres. Et notamment cet enfant gender fluide, je pense que c'est un des personnages qui personnellement m'intéresse le plus, justement parce que c'est ultra rare à la télé de voir des personnages comme ça. Pour l'instant, on reste un peu sur notre faim. Après, on n'a pas vu toute la saison. J'espère qu'ils vont développer un peu plus ce personnage-là parce que il est vraiment fascinant, quoi. Donc on vote, on continue. Oui. Qui vote, je continue. Moi, bien sûr que je continue. Complètement. Je vous propose de faire un petit retour sur la carrière d'Alan Ball. Vous dites oui. Oui. De toute façon, si vous dites non, c'est un peu la galère. Donc je vous remercie de dire oui. Eh ben, on va commencer par celle-là. Six Feet Under, 5 saisons avec les Fisher, une famille de croque-morts. Qu'est-ce que cette série, selon vous, a réussi à inventer ? Qui commence ? À toi l'honneur. Elle a déjà inventé la meilleure fin, mais après beaucoup de fans de séries s'accordent à le dire parce qu'ils ont réussi une espèce de fin magnifique de 6 minutes qui réussit à clôturer la série. Sublime. Il a pour moi inventé la représentation de la famille. Même pas imparfaite, mais complètement dysfonctionnelle. Mais pas dysfonctionnelle comme on le voit aujourd'hui. Tu sais, il y a toujours Modern Family, on dit que c'est des familles dysfonctionnelles parce qu'ils se maillent au repas à table. Non, là, c'est juste des gens qui ont envie de mourir. C'est ça qui est beau et c'était cette représentation-là qui a changé quelque chose, une manière très douce de montrer la souffrance et de montrer avec un flegme. Mais on parlait de Brenda off mic, mais moi je vote personnage très agaçant. Brenda, alors que moi je rêve d'être aussi déprimée que Brenda. Elle sublimerait n'importe quelle dépression. Je veux qu'elle sublime ma dépression. L'appel est lancé. Brenda, si tu nous écoutes, viens sublimer la dépression. Anaïs, aussi enthousiaste sur Six Feet Under. En fait, moi Six Feet Under vient toucher plein de choses qui me mettent très mal à l'aise. Enfin, la mort, ça me fait un peu peur. Voilà, c'est une série qui est très dark, mais qui en même temps, comme tu disais, arrive à trouver un ton assez surprenant parce que qui pourrait être beaucoup plus sombre que ça ne l'est, quoi. Et du coup, moi, je suis peut-être, déjà, j'ai jamais fini la série parce que c'était trop en fait, quoi. C'est vraiment, je trouve ça admirable de décider de traiter ce sujet comme ça. Je trouve ça vraiment incroyable et c'est génial qu'il l'ait fait. Après, moi vraiment, j'avais décidé de check out après un certain temps parce que ça m'angoissait trop et que c'était trop frontal en fait comme abord de certaines questions. Et esthétiquement très beau, on peut le dire de manière très péremptoire. Oui, évidemment. Après, personne va venir nous contredire vu qu'on est toutes les trois. C'est moche. On peut le dire. On peut oser. Je trouve que notamment pour la mort, en termes d'héritage de série, ils ont quand même montré une manière différente de montrer la mort et inventer une manière différente de montrer la mort qu'on peut retrouver, genre la mort absurde. Tu sais, les gens qu'on retrouve aujourd'hui, par exemple dans Breaking Bad, où t'as un personnage qui est là pendant 3 épisodes, c'est le grand méchant et tout. En fait, il se prend le pied dans le tapis, il s'éclate la tête contre un mur et du coup, c'est fini. Voilà, c'est bon. Et la mort dans Six Feet Under avait aussi ça. Et il y a un truc d'utiliser l'humour pour appuyer le tragique qui est 10 fois plus fort et qu'on retrouve, qui a beaucoup marqué, je trouve, les séries qui ont suivi. Il y avait eu Dead Like Me qui faisait vachement penser à ça, avec les morts absurdes en début d'épisode à chaque fois. Et dans mon petit panthéon perso, je dois dire les débuts de Michael C. Hall qui étaient absolument merveilleux. Un futur Dexter qui s'entraînait déjà à halluciner sur son père mort.
Quand même une constante dans sa carrière. C'est vrai. C'est pour le rôle d'un mec qui hallucine sur son père mort. Bah lui, en fait, on va le mettre. Il était merveilleux dans cette série. Oui, j'ai hâte de savoir quel sera son prochain rôle. Est-ce qu'il aura un rôle normal, un jour de bon père de famille? Non, je ne pense pas. Personne ne peut le projeter. Que ce soit impossible. Ouais. Le mec, il sera il fait trop peur, c'est pas possible. Toujours dans la carrière d'Ariane, il s'appelle pas Ariane, il s'appelle Alan Ball. True Blood, bienvenue dans un monde dans lequel les vampires se nourrissent de sang synthétique et vivent donc au beau milieu des humains. Classique. Bienvenue dans la vie de Suki, une serveuse capable de lire dans les esprits du sang, du sexe, la vie. Mesdames, un avis? Moi, je suis fan de True Blood. C'est une série où, bon, déjà, c'est une adaptation d'un livre, mais en fait, il en fait vraiment quelque chose qui est complètement Alan Ball. C'est aussi très dark. Ça parle beaucoup de morts. Il y a beaucoup de scènes de sexe. En fait, on peut y trouver un peu ce qu'on veut. On peut juste y trouver une romance assez intense entre Suki et divers vampires. Torse nu, de préférence. Voilà, avec des scènes de sexe franchement assez chaudes. On peut aussi y trouver un commentaire politique, voilà, sur les vampires qui sont sortis du cercueil comme les gays qui sont sortis du placard. Et donc il y a un peu cette métaphore tissée sur toute la série sur le rejet des vampires qui sont vraiment... Le vampire a toujours été un super vecteur pour incarner exactement. Tout un tas de métaphores diverses et variées. Oui, surtout exactement. une, on va pas s'en cacher. Bien sûr, c'est mon sang. Et ouais, voilà, c'est ça. Donc là, il y a vraiment tout en fait. Il rassemble un peu tout ce qu'on peut faire avec les vampires. Donc voilà, c'est ultra homoérotique par moment, c'est franchement parfois à la limite du petit porn quoi. Et en même temps, il y a quand même plein de commentaires sociaux et politiques assez forts. Et puis il y a des personnages géniaux. Enfin moi, Eric Northman, ça restera un fantasme absolu pendant très longtemps, incarné par Alexander Skarsgård. Qui a mal tourné dans Big Little Lies. Voilà, exactement. Franchement, après Big Little Lies, c'était très difficile de le garder comme fantasme, mais voilà, c'est non. Et franchement, et encore une fois, il y a cet humour noir qu'on connaît chez Alan Ball. Il y a vraiment une noirceur mêlée à un humour qui est vraiment génial quoi. Je trouve qu'on retrouve un peu la bipolarité, la schizophrénie de Ryan Murphy qui est capable de faire un Nip Tuck et puis un Scream Queens et puis un Glee. Là t'as Alan Ball qui part complètement à l'opposé du spectre et qui fait un truc de science-fiction avec des fées, des loups-garous. Voilà, c'est ça, complètement barré. Où là tu sens qu'il s'est fait plaisir aussi. Enfin, il y a aucune barrière. Il peut aussi bien montrer des sorcières que des fées, que des loups-garous. Tout était un garou à un moment. Il y a un chien garou. Oui, il y avait des panthères garous. Une panthère garou. Ouais, complètement. Mais c'est ultra guilty pleasure. Moi, c'est pour ça que j'adore. C'est que là, pour le coup, il va vraiment, mais n'importe où. C'est n'importe quoi. Il y a quand même 1 ou 2 saisons qui sont complètement à jeter. Tout suivi, j'ai tout suivi et j'ai bien fait parce que la fin était vraiment bien, mais il y a quand même eu un petit creux justement, le moment des panthères garous, c'était vraiment pas le meilleur moment de la série. Mais voilà, c'était vraiment compliqué à un moment, mais après il a essayé vraiment d'aller très loin. Il y a toute une saison où en fait il fait une métaphore avec des camps de concentration en fait où tous les vampires sont envoyés dans des camps. Voilà, ça allait vraiment très très loin, mais ça allait tellement loin que c'était au final très réussi parce que voilà, et puis on voit des meufs qui défoncent la tête des mecs avec leurs talons aiguilles, il y a du gore, voilà. On adore. C'est vrai qu'on aime bien, et c'est vrai que c'est la seule série où il a mis des femmes en avant, aussi bien, c'est peut-être le petit truc qui me dérange un tout petit peu, c'est aussi bien dans Six Feet Under que dans Here and Now. Ouais. Les personnages féminins sont comme fortement en retrait par rapport aux héros masculins. C'était Nate et son frère dans Six Feet Under. Là, c'est Ramon, son mec, son père. Certes, il y a des femmes, certes, elles sont là, elles sont fortes, elles cassent. Enfin voilà. Mais alors que dans True Blood, on a Evan Rachel Wood en reine des vampires, en tailleur incroyable. Enfin vraiment. Ah là là, ça c'était vraiment un grand moment de True Blood d'Evan Rachel Wood. Mon fond d'écran. Si je vous demande très rapidement la préf des 3 dont on vient de parler. True Blood. Six Feet Under. Donc personne sur Here and Now. On a dit on poursuit, mais en fait personne sur Here and Now. On attend de voir. Ouais. Je vais rester sur Six Feet Under également. Je rappelle donc à toutes fins utiles que Here and Now débarque le 12 février sur OCS City et on ne se quitte pas sans une petite recommandation, mesdames.
Ah oui, alors dire mesdames. Mesdemoiselles, mesdames. Bon, moi je vais partir sur This Is Us, qui est une série à l'opposé de Here and Now a priori, qui est une série familiale, pareil, famille dysfonctionnelle, mais c'est pour moi Here and Now c'est This Is Us mais avec version trash, t'as plus de sexe, plus de violence, plus de mystère, plus de grands méchants et moins de larmes. Et un peu, on sait pas. Moi j'ai pas encore pleuré, c'est vrai, mais peut-être moins de larmes, mais ils parlent un peu de la même chose. C'est deux séries qui parlent du monde moderne et qui sont très contemporaines, mais de manière assez différente. This Is Us est plus positive, mais elle mérite d'être vue également. Je la trouve au final peut-être même un peu plus fine parce qu'elle accepte son côté mélodrame, ce que Here and Now n'assume pas totalement. Il y a même les twists, enfin la structure vraiment classique, quoi, des rebondissements tout le temps dans This Is Us. Anaïs, une reco. Moi, du coup, je fais une reco vampire pour rester dans le thème True Blood. Vampire et Kick-Ass Lady, j'ai l'impression. Exactement, le mélange parfait. En fait, True Blood n'aurait peut-être jamais existé sans Buffy. Il y a quand même beaucoup de ressemblances entre les deux. Buffy, c'est la série féministe de Joss Whedon qui est tout le temps citée dans le canon des séries féministes. Là, encore une fois, les vampires sont utilisés comme une métaphore, sauf que là, c'est une métaphore de la fin de l'adolescence, du passage à l'âge adulte d'une jeune fille et aussi de sa découverte du patriarcat et du monde de merde qui l'entoure et de comment elle va réussir à accepter son pouvoir et à le faire valoir et à défoncer tous les vampires autour d'elle. C'est vraiment une série qu'il faut voir, que moi j'ai vue quand j'étais petite et donc je comprenais pas du tout, j'adorais mais je comprenais pas vraiment à quel point c'était féministe à l'époque parce que j'étais petite, et vraiment revoir ça à l'âge adulte et en anglais parce que les dialogues ont été vachement changés dans la version française en fait. Et parce que Alex s'appelle Xander. Ouais, voilà, et que Spike a un accent british en anglais et que c'est vachement mieux. Et vraiment il y a Angel est fade. Oh, on peut pas le dire. Ah oui, ça on n'a pas pu le changer, on a essayé mais même dans n'importe quelle version on n'y arrive pas. Mais ouais, non, c'est vraiment c'est super malin, c'est les dialogues qu'on connaît bien maintenant de Joss Whedon parce que maintenant il est connu avec Avengers et tout. C'est ultra méta, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'émotions et il y a plein d'héroïnes badass, donc Buffy, Willow, Anya, Cordelia, et Faith, que des meufs géniales qui sont kick-ass et qui se laissent pas faire et qui décident de partager leur pouvoir avec toutes les autres femmes du monde pour enfin dominer. Hashtag Team Willow. Voilà. Cette scène où elle retourne la peau d'un mec là comme ça. Je m'en et après elle dit bored now. Voilà, exactement. Et merci beaucoup. Merci à toi. C'est terminé, next épisode. Mais ça recommence la semaine prochaine. Ouais. Rendez-vous mardi prochain. Même heure. Merci beaucoup Marie Turcan. Merci beaucoup Anaïs Bordage.